Bienvenue sur l'entrepreneur à la style #Henri, épisode donc 172. Aujourd'hui donc on va parler de coaching, de mumpreneur on va dire. Hein. J'ai une femme entrepreneuse qui va nous parler donc de son statut de freelancer et de coaching. Donc on va parler donc bien sûr d'entrepreneuriat, de son parcours avant qu'elle devienne coach, le fait d'être entrepreneur femme avec donc 3 enfants. Donc tous ces détails-là dont on a parlé donc parfois brièvement. Donc là on va parler dans ce court épisode. Oui, c'est un court épisode, on était donc tous les deux un peu pressés. Donc tu vas peut-être le sentir parfois. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Comment être un freelance rentable ? Mon partenaire actuellement donc, te propose une formation gratuite pour devenir un bon freelance, parce qu'il existe précisément 2 types de freelance, ceux qui ont un bon revenu sûr et peuvent choisir leurs clients, les autres qui doivent accepter de travailler avec n'importe qui, même les clients les plus compliqués. Il y a bien sûr beaucoup de raisons à cette différence de réussite, mais l'une des causes principales c'est de savoir se vendre et de bien marketer son service. En tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une stratégie précise pour acquérir des clients et tout ça sans être un vendeur né. Dans cette formation gratuite, tu vas apprendre à trouver plus de clients, prouver ta valeur sans avoir besoin de réellement vendre, construire ton réseau même en partant de zéro et enfin pouvoir vendre plus cher et automatiser et déléguer tes tâches. Pour recevoir la formation gratuitement par email, tu peux aller sur le lien suivant thierry-henri.fr/freelance, donc thierry-henri.fr/freelance. De retour donc après avoir remercié le sponsor, donc aujourd'hui donc j'ai Stéphanie Arrojo Loyer qui va donc nous parler en fin de compte de son livre qu'elle a écrit donc qui vient de sortir tout simplement, qui va donc nous parler de son parcours, de pourquoi devenir entrepreneur, de son statut en fin de compte de femme entrepreneur avec donc une anecdote un peu spéciale parce qu'elle a accouché en même temps, elle a créé la société le même jour, enfin voilà quoi, c'est un peu spécial, avec des jumeaux en plus, donc voilà, je t'ai un peu dit un peu trop déjà. Donc tu peux la joindre sur Raise Yourself, pour ceux qui parlent anglais, raiseyourself.fr, c'est en français mais bon le titre est en anglais, donc faut savoir donc appeler Raise Yourself. Ensuite tu peux donc aller sur iCoach, ES à la fin, donc iCoach.com. Dans tous les cas, je te mettrai donc tous les liens en bas donc dans le résumé de cet épisode. Et donc son livre, Je suis mempreneuse et je suis en vie. Voilà. Donc je te répète, Stéphanie Arrojo Loyer. Donc on va parler donc de son parcours, de comment donc toi-même si tu as des doutes, si tu te poses des questions, homme ou femme, hein, parce qu'on va faire un peu le lien entre les deux, parce qu'on peut, moi je suis pareil, j'ai 3 enfants, j'ai parents, même si bien sûr je n'ai pas accouché, il y a plein de choses que je n'ai pas à faire, mais quand tu as des enfants, voilà, tu crées pas un business comme une personne qui n'a pas d'enfants, c'est un peu différent. Donc il y a des petites choses spécifiques que tu vas apprendre si toi t'as pas encore d'enfants ou tu veux créer, tu cherches l'excuse de dire que c'est de la faute des enfants. Non, pas du tout. Au contraire, comme j'ai fait une vidéo où je mettrai le lien en dessous donc dans le show notes, c'est tes enfants qui doivent te motiver à créer une boîte. Bien sûr, le but c'est de la réussir, hein, tant qu'à faire, c'est mieux. Donc voilà, plein de petits détails et puis n'hésite pas, je vais rester jusqu'à la fin, on a quelques petites anecdotes à te donner. Je te dis à tout de suite avec Stéphanie. Salut Stéphanie, comment tu vas ? Salut Thierry, ça va bien et toi ? Très bien, merci. On n'a pas eu trop de problèmes techniques. Là, on en a eu un petit peu en vain, mais ça n'a pas duré. Parce que des fois, j'ai des trucs, ça dure une demi-heure. Donc là, ça a été 5 minutes, ça va. On a trouvé le problème. Je te laisse te présenter. Et puis, on va partir donc directement sur l'épisode, sur ton livre que tu viens de sortir. Et puis, donc, de ton expérience de freelancer et de coaching. Ok, super. Moi, je suis Stéphanie Loyer. Je suis maman de 3 enfants. Je suis chef d'entreprise. Je suis coach, énergéticienne, auteur du livre que tu viens de citer qui s'appelle « Je suis mempreneuse et je suis en vie » qui vient de sortir là, il y a une quinzaine de jours. Parfait, donc je pense que ça va parler à tout le monde, surtout aux femmes, mais à tout le monde surtout, parce que j'aime bien parce que dans le livre, c'était quand même assez ouvert. Souvent, certaines femmes restent bloquées sur le côté que femmes, mais je dirais aux hommes qui veulent le lire parce que souvent tu fais parler donc de ton conjoint, tu parles pas, t'es pas, comment dirais-je, je dis bien aux gens, j'ai lu presque 2 tiers. Donc, alors peut-être que je me trompe. T'es pas trop alarmiste, dire voilà, les hommes sont comme ça, c'est à cause d'eux. Non, c'est plutôt parce que t'as une situation condition de femme qui fait que tu dois t'arrêter pour faire des enfants, mais ça t'empêche pas de créer et c'est pas la faute des hommes. C'est juste ta situation qui est comme ça. Voilà. Au contraire. Voilà, et en moi, plus, je crois qu'on change les choses justement en étant ensemble et que les hommes sont des vrais soutiens pour nous, comme nous, on est des soutiens pour les hommes aussi, en fait. Enfin, c'est vraiment comment avancer ensemble. C'est ce que j'ai bien aimé, voilà. C'était vraiment un point important. Comme ceux qui le savent, hein, je donne un point d'honneur à inviter plus de femmes entrepreneurs. J'ai eu une saison où c'était compliqué. Là, je pense que c'est assez équilibré. C'était même peut-être plus de femmes cette année. Donc voilà. Et donc j'aime bien ton côté plutôt positif de ce côté-là. Donc
ton parcours est un peu dingue, donc on va essayer de le faire de façon courte. Pour une fois, j'ai pas trop de temps et toi aussi, donc on va être assez direct. Tu t'es présenté, mais assez succinctement. Moi, je sais en fin de compte que ce qui est dingue quand on lit le début du livre, on va pas tout dire, mais bon, que des fois, les gens se disent ah mais comment je deviens entrepreneur, qu'est-ce que je fais? Toi, tu avais une partie de ta famille qui était déjà entrepreneur, si je me trompe pas. Tout à fait. Ça Donc me tu vient peux de en parler rapidement. mon grand-père maternel, en fait, qui a eu toutes sortes d'entreprises. C'était un multipotentiel avant que le mot existe. Voilà, il a été horloger, il a été, il a ouvert un bar, une épicerie. Enfin bon, je crois qu'il a un peu tout fait. Et voilà, donc ça me vient surtout de son côté. Et puis j'ai des oncles et tantes qui sont aussi entrepreneurs dans différents domaines. Est-ce que donc toi tu dis qu'automatiquement pour devenir entrepreneur, là bien sûr on va plus parler aux femmes, parce qu'on parle de ton livre Mompreneuse, c'est bien d'avoir des modèles, parce que là tu as cité un homme, est-ce que ce soit homme ou femme c'est important, ou c'est quand même mieux d'avoir des femmes autour de toi qui sont entrepreneuses pour avoir une vision, voilà, dire que c'est possible, ou est-ce que Je dirais les deux. Les deux en fait. Je dirais que le fait d'avoir de toute façon des modèles, quels qu'ils soient, c'est toujours important parce que ça lève la barrière de c'est impossible. Le fait d'avoir des modèles, des gens qui l'ont déjà fait avant nous, ça montre que c'est possible. Et du coup, et s'il n'y a pas encore trop de femmes, et il y en a quand même de plus en plus heureusement, c'est aussi à nous de devenir ces exemples-là. Enfin, moi, ce que je fais, c'est aussi pour mes enfants, pour leur montrer que tout est possible en fait. Donc c'est à nous aussi de devenir ces exemples-là qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc avant, là on a fait plusieurs bons, on va encore faire un dernier bond, parce qu'avant qu'on rentre réellement dans le mumpreneur et donc ta situation de mère avec enfant, quelle était ta situation avant d'être mumpreneur? Donc tu étais logiquement salarié, tu n'as pas fait directement école entrepreneuriale, donc juste ce parcours pour voir est-ce que tu as été forcé, ou est-ce que, parce que souvent il y en a il y a différents cas, soit on est forcé à devenir entrepreneur parce qu'on est licencié, soit on a toujours voulu ça donc on saute directement dedans, enfin il y a plein de et donc toi, comment était ta situation par rapport à ça? En fait, moi, depuis petite, je savais que je voulais faire du marketing international. Ne me demandez pas pourquoi, parce que en fait, je savais même pas ce que c'était. Mais je sais pas, vers 10-11 ans, très tôt, je savais que je voulais faire du marketing international. Donc j'ai tout mis en place à l'école pour pouvoir réussir dans cette voie-là. Et j'ai réussi. J'ai eu mon premier poste de responsable marketing international juste en sortant de l'école. Donc ça, c'était vraiment chouette. J'ai fait ça pendant 13 ans. Et puis après, en fait, j'ai adoré mon métier, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. En plus, j'étais dans des boîtes américaines où j'avais quand même cette liberté d'action qui était quand même énorme. On faisait déjà du télétravail alors que ça existait très peu en France. Donc j'ai toujours eu besoin de cette liberté-là. Et j'avais aussi besoin de sens. Et en fait, à la fin, dans mon salariat, on a eu des réorganisations vraiment successives et je trouvais plus de sens. Donc je faisais des plans marketing, c'était super, c'était stratégique, voilà, mais j'avais plus le temps d'implémenter, qu'on changeait déjà de vision et de stratégie. Et donc là, j'ai perdu le sens et à un moment donné, je me suis dit non, là, faut vraiment que j'aille ce vers quoi je tends le plus, c'est vraiment me rendre utile. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et du coup, j'ai été en fait à la fin de mon salariat, j'ai été responsable, en fait leader d'un réseau de femmes en interne dans la fonction commerciale, et c'était un réseau de 480 femmes à peu près. Ah ouais. Et finalement, je prenais plus de plaisir à faire ça qu'à faire mon propre job. Et là, je me suis dit, en fait, fonce quoi. Il est temps. Ce que je dis dans le bouquin, c'est que à chacun son bon moment, parce que c'est jamais vraiment le bon moment, ni pour faire des enfants, ni pour entreprendre. Mais en tout cas, c'est le bon moment quand on le ressent dans ses tripes. Et donc, c'était le bon moment pour moi. Le réseau de 480, j'ai pas compris, c'est quoi? C'est un genre de MLM ou ça n'a rien à voir? Non, rien à voir. En fait, c'était un réseau interne. Moi, j'étais dans une vraiment très très grosse boîte américaine, General Electric, pour pas les citer. Okay. Et en fait, il y a beaucoup de réseaux internes dans les boîtes américaines. Il y a le LGBT maintenant, et puis il y avait du coup le Women Network. Et donc, c'était vraiment créer un réseau de femmes qui peut se parler des choses, pas que de femmes d'ailleurs, mais des obstacles ou des succès qu'on rencontre au quotidien. Et donc, c'est moi qui ai alimenté en fait ce réseau-là pendant 2 ans. Et donc, j'ai vraiment animé des conférences, des tables rondes. C'était un peu du coaching avant le coaching. Je savais pas que ça s'appelait du coaching, mais j'en faisais déjà en fait. Donc, indirectement, en fin de compte, toutes ces choses-là t'ont amené à
à ta situation donc actuellement C'est ça. de freelance et de coach. Et donc d'où l'importance, là je le dis bien à l'audience, hein, de se servir de ce qu'on fait actuellement. Des fois on n'a pas l'impression que c'est bien, on n'aime pas ce qu'on fait, entre parenthèses, mais il faut apprendre de ce qu'on fait à l'instant T, sinon c'est un peu dommage, on passe tous les jours sans rien apprendre. On peut aller sur YouTube, faire plein de choses, mais si on a une situation, on a des gens qui sont autour de nous et qui ont des réussites, pourquoi pas tenter de tirer le maximum de choses, puis ensuite, des fois ça va pas servir tout de suite, mais ça va servir dans quelques mois, quelques années, Exactement. on va Moi, se j'ai rappeler de ce qui s'est l'habitude. passé. Tout à fait. Moi, j'ai l'habitude en fait de dire que quand j'accompagne pas mal de personnes en reconversion ou en recherche de premier poste même. Et les gens, ils ont toujours l'impression de devoir repartir de zéro. Et en fait, moi, ce que je leur dis à tous, même quand c'est des étudiants qui cherchent un premier job, je dis mais on ne part jamais de zéro. On part toujours avec le vécu qu'on a déjà en fait, quel qu'il soit. Et tout est matière finalement à se transformer en comment dire, en apprentissage, en des réussites, des échecs aussi qu'on peut mettre en valeur, parce qu'en France, on parle pas beaucoup d'échecs, on parle pas beaucoup de réussites non plus, mais en tout cas, l'échec pour moi, c'est des grands pas, c'est des grands apprentissages qui nous font avancer à pas de géant en fait dans notre niveau d'après. Et donc on repart jamais de zéro, on repart toujours avec ce bagage qu'on a de savoir-être, savoir-faire et savoir tout court. On en parle de plus en plus grâce à mon podcast, bien sûr, mais aussi à tous les autres podcasts et les chaînes YouTube qui existent. Mais surtout, donc, j'aime bien ce que tu as dit, ça me fait penser à une phrase que j'aime bien donc, de Mandela. Donc, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. J'avais le truc sous les yeux, donc tant qu'à faire, je me suis dit, je vais le dire. C'est un de mes mantras. Voilà, donc parfait. Donc maintenant, on va rentrer enfin dans le vif du sujet, parce qu'il y a toutes les mères qui disent, mais non, mais on parle pas des enfants et de l'entrepreneuriat. Donc, voilà. Donc, tu crées un jour fatidique, enfin fatidique, on peut dire pas fatidique, vraiment spécial. Merveilleux. Qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, tu te dis, bon, tu l'as un peu dit parce que bon, tu tournes en rond et tu te sentais aussi à l'aise pour te lancer, tu voulais un peu changer. Pendant que tu as parce que, est-ce que tu as le projet avant que toi et monsieur, bon, ça, je ne vais pas faire des dessins, mais vous commencez à faire des enfants, ou est-ce que c'est pendant que tu as la grossesse, tu te dis, bah, il faut que je crée, parce que c'est un peu bizarre quand même de... Non, en fait, moi j'ai un parcours avec la maternité qui est assez particulier, mais je pense que ça va parler à beaucoup de femmes, c'est qu'on attend toujours le bon moment pour faire un enfant. Et quand on est salarié, ben, on se dit, ben là je viens de trouver un nouveau job, donc je vais pas me mettre enceinte maintenant, ça va me mettre mal, ou ben là je suis trop jeune, ou je suis trop vieille, enfin voilà, on trouve toujours qu'il y a des bonnes excuses pour que ce soit jamais le bon moment. Et en fait, moi j'ai un rapport avec la maternité qui fait que mon premier enfant, je l'ai eu quand j'ai changé de travail en fait. J'ai su que j'étais enceinte peut-être 2 jours avant de commencer mon nouveau travail. Et donc ça a fait toujours partie de ma vie, le fait de me dire, ben, ce sera jamais une excuse en fait. Mes enfants, c'est aussi ma vie. Enfin voilà, ça fait partie de mes moteurs. Et donc si mes employeurs ou si mon entreprise ne sont pas au service de ça, c'est que j'ai rien à y faire. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et donc, pour répondre à ta question sur ma deuxième grossesse, puisqu'en fait, j'ai créé mon entreprise lors de ma deuxième grossesse, j'ai d'abord lancé mon entreprise, mais je savais déjà que je voulais au moins un deuxième enfant. Et ben, le fait est que pour nous, ça a été vraiment, et ça on n'en parle pas beaucoup non plus, j'en parle pas beaucoup dans le livre, mais ça a été vraiment un parcours du combattant pour avoir des enfants, et je pense que c'est important d'en parler aussi. Et donc on ne pouvait pas savoir, enfin on pouvait pas du tout s'attendre non plus à avoir des enfants à ce moment-là. Et ils sont arrivés comme ça. Donc bah, c'était des jumeaux. Donc j'ai été enceinte pendant que je me formais au coaching, à l'hypnose, et pendant que je créais ma société. Voilà. Donc plein de projets au même moment, c'est pas mal, t'as eu des beaux cadeaux. Donc très bien. Donc là en fin de compte, toi tu crées, comment tu le fais, parce que le projet t'es déjà là, donc tu crées le business, mais t'es pas dans la meilleure santé quoi. Est-ce que tout s'est bien passé pour la grossesse, ou est-ce que t'as dû les faire des pauses, ou parce que voilà, c'est un peu compliqué. Ouais, la grossesse s'est très bien passée, on était très heureux, voilà, et puis bon après c'était des jumeaux, et j'ai eu la chance de pas devoir être alitée. Mais même dans cette éventualité, j'avais déjà prévu en fait que ben j'allais, du coup si je devais être alitée, ben j'allais travailler sur mon site web par exemple, parce que mon site web je l'ai fait toute seule. Bah ça m'a aidé, hein. J'ai été directrice marketing pendant des années, donc la com et toute la mise en forme je savais faire. Donc disons que j'avais prévu un peu des plans A et des plans B et des plans C, en me disant bah si je dois être alitée, bah voilà, je ferai ça en parallèle, et puis de toute façon la priorité c'était mes enfants.
une des priorités, c'était mon entreprise, certes, mais la priorité, c'était qu'évidemment, les enfants arrivent en bonne santé. Donc ça, j'ai pas lésiné là-dessus. Mais j'ai eu cette chance de ne pas devoir être alitée, même en étant enceinte de jumeaux. Et en fait, j'ai pas eu tellement à faire de pause, si ce n'est que je m'écoutais plus. C'est vrai qu'il y a des moments où j'étais plus essoufflée, par exemple. Et puis comme j'avais en plus déjà un enfant à la maison, il avait 5 ans et demi, mon plus grand, du coup, je devais de toute façon être prête pour l'emmener à l'école. Je devais quand même, je pouvais pas rester non plus allongée toute la journée, quoi. Donc ça m'a aussi aidé à trouver la force d'avancer et de continuer mon projet en parallèle avec un timing qui m'allait, qui allait pas non plus trop me bousculer. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Est-ce que tu avais eu, parce que là, moi, ça me pose une question aussi, parce que j'en ai souvent parlé sur mes épisodes. Donc déjà, le côté financier, est-ce que tu avais eu donc ce qu'on appelle le projet de retour à l'emploi? Tu avais assuré tes arrières par rapport à ça? Ou par rien à voir, tu t'es lancé comme ça, sans stress? Tu n'avais pas d'assurance financière à côté? C'était très important. Déjà, j'avais négocié mon départ. J'avais plutôt bien négocié mon départ. Et puis, j'avais ce projet de retour à l'emploi. Et dès le début, avec Pôle emploi, je leur avais dit que moi, de toute façon, mon projet, c'est créer mon entreprise. Donc, c'était pas à peine qu'ils m'appellent pour passer des entretiens. Ce qu'ils ont quand même fait, mais bon, je pense. Mais pas tellement, non. Pas Franchement, tant que ça. Non, je pense que comme j'ai posé les bases dès le début, et puis je leur ai dit, de toute façon, moi, je veux aussi avoir un enfant. Et puis, après, de toute façon, j'étais enceinte, donc c'était réglé. Mais ils ont assez bien compris, en fait. Je pense que quand on explique vraiment les choses aux gens, et qu'on le fait avec conviction et intention et avec cœur aussi, les gens en face ils sont plus réactifs et ils m'ont dit du coup en fait ils ont des structures aussi, les projets de retour à l'emploi, ils ont quand même des structures pour accompagner aussi les créations d'entreprises. Après ça m'a pas spécialement aidé moi parce que j'avais déjà beaucoup de bases. C'est ce que j'allais dire, en général c'est vraiment pour les débutants. Voilà, donc, mais cela dit, ça a quand même le mérite d'exister et on a quand même cette chance, je voudrais dire, qu'on se plaint beaucoup, mais on a quand même une énorme chance d'être en France et d'avoir cet appui-là qu'on n'a pas du tout dans d'autres pays. Moi, je suis d'origine espagnole, en Espagne, ça n'existe pas, hein, donc voilà, ça s'est fait quand même dans ces conditions-là, ce qui a fait que j'étais plus sereine quand même pendant la grossesse aussi. J'ai eu mon congé maladie, mon congé, comment on dit, maternité. Maternité, voilà. Et bon, j'ai profité pour travailler un tout petit peu, mais bon, vous imaginez bien qu'avec des jumeaux plus un grand garçon de 5 ans et demi, c'était limité ce que je pouvais faire. Mais monsieur, il travaillait aussi beaucoup, donc il a été très très présent le matin quand il pouvait rentrer le midi parce qu'il travaillait pas très loin de la maison, il le faisait. Donc c'est un papa qui est vraiment très engagé, c'est aussi un grand soutien et c'est pour revenir à ce que tu disais au début que je crois pas à l'entrepreneuriat sans soutien. Je dis pas que c'est pas possible, je pense que c'est vraiment possible, mais je pense que ça aide, ça donne quand même des aides quand la personne, que ce soit homme ou femme, avec qui on partage sa vie, est vraiment d'un soutien inconditionnel, ça aide quand même énormément en fait. Je te confirme. Concernant donc un peu donc ton homme, j'ai compris qu'il n'y a pas de problème, mais peut-être le reste de la famille. Est-ce qu'il y avait de ton côté une culpabilité d'être entrepreneur et maman et de faire les deux en même temps? Parce qu'on sait très bien que si tu travailles à temps plein, donc est-ce qu'il y avait une sorte de culpabilité? Non, je pense que la culpabilité, elle vient plus de nous-mêmes en fait. Enfin, oui, il peut y avoir des gens qui nous le disent. Alors moi, j'ai eu beaucoup de gens, mais ça a toujours été le cas, qui me disent mais comment tu fais pour tout faire en même temps? Enfin voilà, et je pense que quand on est dans un cas où on a dû se débrouiller très jeune, on fait, c'est tout. On se pose pas la question, on fait, on avance. Donc voilà. Mais je pense que la plus grande culpabilité, finalement, elle vient de nous-mêmes et que quand nous, on n'est pas serein avec sa propre culpabilité interne, on a l'impression que toutes les remarques des gens, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en fait, ça vient accentuer cette culpabilité-là. Donc à partir du moment où on est serein et aligné avec ses décisions, du coup, il n'y a plus tellement cette culpabilité-là. Mais par contre, oui, j'ai eu cette culpabilité, mais comme je l'avais en tant que salarié, hein.
Quand j'étais salariée, j'avais pas mal de déplacements, comme j'étais sur la zone Europe. Et du coup, dès que je devais partir en déplacement et laisser mon fils, ben voilà, c'était un peu compliqué. Alors, ce qui est différent avec le mompreneuriat, comme j'aime l'appeler, c'est que y a la double culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a la culpabilité de dire, j'adore mes enfants, mais en même temps, mon projet, c'est un peu comme mon 4e bébé. Donc, si je suis trop avec mes enfants, je délaisse mon entreprise. Et ça me va pas, parce que j'adore ce que je fais, donc voilà. Et en même temps, d'un autre côté, c'est si je suis trop sur mon entreprise, ben oui, mais je délaisse mes enfants. Et donc, c'est cette double culpabilité qui est là, et qui est vraie pour tous les parents qui travaillent. Je pense que c'est un tout petit peu plus vrai pour les mamans que pour les papas, mais c'est vrai aussi pour les papas, et de plus en plus, hein, donc voilà. C'est marrant ce que tu dis ça, parce que moi j'allais bien sûr te contredire, parce que moi je trouve que je suis un papa, un papa modèle, et en plus j'ai tout fait pour moi travailler à la maison, et toi dans le livre tu dis le contraire, t'as tout fait pour sortir de la maison, donc ça qui est plutôt marrant. Grâce à de faire le site internet, de travailler un peu à la maison, ça t'a, je pense, un peu aidé, mais toi ton but, alors si je me trompe pas dans le livre, hein, tu dis bien que tu voulais à tout prix sortir. Donc, alors, tu voulais pas être l'entrepreneur qui reste à la maison. Ouais, moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est le lien avec les gens. Alors, ça a un peu changé là depuis, parce que ce livre-là, faut savoir qu'en fait, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Et donc, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et en fait, c'est vrai qu'avant d'écrire, quand j'étais en train d'écrire ce livre-là, j'avais un cabinet. Je l'ai toujours, mais j'ai réduit mes journées là-bas. Et je faisais quasiment tout en face à face, en fait. Voilà, parce que j'aime ce contact avec les gens. C'est pour ça que je voulais sortir de chez moi. C'était vraiment le contact avec les gens et le contact physique, en fait, de se voir en direct. Voilà. Maintenant, depuis le premier confinement, j'ai compris qu'il y avait plein de choses que je faisais, et notamment, alors, le coaching, je le faisais déjà en ligne, c'était pas le souci. C'était plus pour l'hypnose et l'énergétique où j'avais l'impression de perdre quelque chose. Et en fait, depuis le premier confinement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui passent aussi par l'image de manière différente, en fait. L'énergie, elle passe quand même. L'hypnose, j'arrive très bien à faire mes séances maintenant en visio. Et du coup, ça m'a ouvert finalement ces portes-là. Donc je dirais que j'ai toujours besoin de sortir parce que c'est aussi un peu ma bouffée d'oxygène, quoi. Enfin, juste vraiment au sens propre et au sens figuré, de pouvoir sortir de chez moi, de voir autre chose aussi, de me sentir moins enfermée. Et en même temps, je suis quand même pleine de gratitude du coup pour ce que finalement le confinement m'a apporté. Et aussi de pouvoir être là pour mes enfants, d'être aussi proche de l'école, de la crèche à l'époque, pour pouvoir être là s'ils m'appelaient, d'être vraiment là dans les 5 minutes, quoi. Donc ça, c'est vraiment un luxe. Donc tu parles aussi dans le livre, et c'est pour ça que je pose aussi la question de l'extérieur, parce que bon, c'est vrai que c'est du sort de l'extérieur, donc tu rencontres du monde, donc c'est pas gênant. Moi qui travaille depuis plus de 6 ans à la maison et qui n'ai pas de problème parce que bon, je suis plutôt de nature introvertie et donc j'ai pas de problème avec ça. Mais je trouve des fois des solutions pour sortir, hein, il faut un minimum, faut pas rester cloîtré. Qu'est-ce que tu penses de la solitude de l'entrepreneur dans ton cas? Techniquement, t'as les enfants, donc tu peux dire que t'es pas solitude, mais bon, ça reste peut-être pas... Non, on a toujours cette solitude en fait. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est important. Enfin, c'était vraiment important pour moi de mettre ça dans le livre. Parce qu'en fait, ce livre, je l'ai écrit parce que je me sentais très seule. C'est-à-dire que c'était hyper paradoxal parce que justement, c'était pendant le premier confinement. Donc, c'est le moment où j'étais le moins seule de ma vie. C'est-à-dire que j'étais 24 heures sur 24 et avec mon mari et avec mes enfants, voilà. Et en même temps, je me suis sentie très, très seule parce que j'avais des amis qui étaient entrepreneurs, mais pas maman. J'avais des amis, entrepreneuses et pas maman. J'avais des amis entrepreneurs hommes, papa. J'avais des amis salariés et maman, mais j'avais personne qui était vraiment comme moi, c'est-à-dire entrepreneuse et maman. Et du coup, ça venait coupler en fait différents obstacles en fait que je pouvais rencontrer parce que comme tu disais hein, moi pour l'instant je suis toute seule dans mon entreprise, ça y est, je commence à m'entourer, mais disons que si je travaille pas, j'ai pas de chiffre d'affaires qui rentre en fait, donc pas comme un salarié qui a son salaire à la fin du mois, où tout va bien, et d'avoir mes enfants qui étaient là et mon mari en plus à qui on demandait encore
de bosser encore plus que quand il était au bureau. Du coup, ça demandait une vraie organisation dans la famille. J'avais mon grand garçon qui avait des devoirs, donc ça, l'école, enfin voilà, les devoirs à la maison avec des petits en bas âge, enfin, c'était quand même compliqué. Et du coup, je me sentais vraiment très seule en fait. Voilà. Et c'était aussi pour ça que j'ai parlé aussi autant de ce besoin, si tu veux, de sortir un petit peu de la maison et de rencontrer du monde, parce que c'est vraiment des mécanismes que j'ai mis en place moi pour me sentir moins seule. Alors après, chacun fait comme il peut et comme il veut, mais en tout cas là je partage dans le livre vraiment des moyens que j'ai mis en place moi, que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit de faire des déjeuners quand c'était possible, de travailler de temps en temps dans des bureaux ouverts où il y a d'autres entrepreneurs aussi, parce que c'est vrai que je trouve qu'on a cette solitude-là qui est très marquée en fait quand on est entrepreneur, et je pense aussi quand on est dirigeant d'entreprise, hein. Enfin voilà, pour moi c'est pas différent. Parce que même si on a une équipe, on a quand même un rôle à jouer qui est différent. On a le poids de la décision, tout tombe sur nous, donc exactement. On ne veut pas la déléguer, à moins qu'on ait une équipe parfaite et qu'on ait des assistants, c'est compliqué. Oui, et même à la fin, on ne peut pas être pote à 100% avec les gens de son... Enfin, en tout cas, c'est vrai, c'est pas vrai, mais en tout cas, quand on est dirigeant d'une grande entreprise, on peut avoir aussi ce sentiment de solitude parce que, comme tu dis, hein, c'est le poids des responsabilités et des décisions, finalement, à la fin. Pour revenir, mais pour expliquer un peu ça, que bon, on a l'impression que tout se passe bien, magnifique, bon, même si t'es en train de t'équiper, donc t'es en solo, mais tout se passe bien. Est-ce que t'as eu la peur de l'échec, la peur du jugement? Parce que là, tu peux te dire, voilà, tout le monde a dû dire, ou les gens, ou peut-être qu'ils ne te l'ont pas dit, mais tu l'as senti, elle a fait 2 enfants, elle a déjà un 3e, elle crée une boîte, elle va échouer, ou toi même te dire, si j'échoue, qu'est-ce qui se passe? Comment on va me juger? Parce que je fais un peu plein de trucs à la fois, quoi. Et là, tu fais le parallèle que j'aime bien, que peu de gens font. C'est-à-dire que souvent, la peur de l'échec, elle vient pas tellement d'une peur de l'échec. Elle vient encore plus de la peur du jugement des autres sur notre échec, en fait. Et je pense que quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Ce livre, je l'ai écrit pour montrer qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est ni un Eldorado, ni la mission impossible en fait. C'est quelque chose entre les deux, c'est comme la vie en fait. Et que oui, il y a des obstacles, qu'il y a des réussites, qu'il y a des échecs, qu'il y a des apprentissages. Et vraiment, ce livre-là, c'est un ode à la réalité de l'entrepreneur pour que les gens sachent ce qui s'y passe vraiment dans le quotidien. Maintenant, cette peur du jugement, je dirais, elle est toujours là. Elle est toujours là, je mentirais de dire qu'elle est plus là. Mais comme tu dis, en tout cas, c'est ce rapprochement que je fais entre les deux, j'ai pas peur d'échouer en fait. Parce que moi, je sais que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de cas, beaucoup d'exemples de ma résilience. Donc ça, j'ai une confiance absolue dans ma résilience, dans ma capacité à me relever. Ça, c'est pas un problème pour moi et ça le sera jamais. J'ai cette foi inconditionnelle que je sais que je peux me relever de tout. Maintenant, y a quand même cette peur du jugement et de dire c'est comme un peu si on avait quelque chose à prouver. Et du coup, ça, je travaille dessus parce que c'est quelque chose qui est très très important et qui est une des clés aussi des réussites. C'est-à-dire que quand on n'a plus peur de ce jugement des autres, on s'autorise aussi beaucoup plus de choses, on s'autorise encore plus à être soi tel qu'on est. Et finalement, les autres, ça revient un petit peu à la culpabilité. Je pense que quand nous, on est sûr de ce qu'on fait, qu'on a l'intention derrière, qu'on sait pourquoi on le fait, finalement, que les autres nous jugent, ça ne nous touche pas. Maintenant, c'est comment faire ce travail vraiment intérieur et profond pour dépasser en fait ces peurs-là. Quelle blessure ça vient rouvrir chez nous? Moi, clairement, c'est ma blessure du rejet. C'est cette peur du rejet. Voilà. Il y en a d'autres, ça va être la peur de l'abandon ou d'autres peurs qui caractérisent chacun d'entre nous. Et du coup, c'est de vraiment identifier ça pour travailler et puis pour continuer malgré ça. Tu sais, Thierry, moi, je ne crois pas qu'on puisse avancer sans peur. Moi, je crois que au plus tôt on connaît ses peurs... Je connais pas bien la psycho, mais si on est sans peur, je crois qu'on est un sort de psychopathe. Voilà. On a un problème, c'est-à-dire qu'on peut même aller dans le feu, donc voilà, on fait pas. Donc voilà, il faut un minimum de peur. C'est ça. Et moi, je crois que
le tout, c'est de connaître ses peurs et d'avancer avec elles sous le bras, en fait, de dire, bon, bah ok, je t'ai reconnu, là, je sais que t'es là, et ben on va y aller ensemble, en fait. On va y aller ensemble et je vais y aller malgré la peur. Et ça, j'y crois beaucoup plus. Ouais, ça, savoir reconnaître les vraies peurs et les fausses peurs. Enfin, Ouais. et surtout par rapport à ce que tu disais, parce que je crois que je suis un tout petit peu plus âgé que toi, et j'ai 3 enfants comme toi, et j'ai eu, moi, beaucoup d'échecs, aussi beaucoup de réussites, donc je sais faire la part des choses, dire voilà, ça j'ai fait, je devais pas le faire. Et donc, c'est vrai, quand t'as tout ça avec le bagage, et je crois que j'avais une citation connue, mais j'ai pas en tête, donc là, je vais pas sortir, qui dit que voilà, quand on dépasse la quarantaine, logiquement, on a compris que la plupart des gens s'en foutent de nous. Il y a que peut-être les parents, enfin les proches, tout le reste, en fin de compte, chacun est égaux et pense qu'à soi. Donc tu peux tout faire, les gens vont pas faire attention. Voilà, donc Exactement. il faut se lancer. Et même les parents, en fait, parce que c'est souvent ça, finalement. Enfin, le regard, on en revient souvent, même si on veut pas forcément se l'avouer, mais en tout cas, on en revient souvent au regard de ses parents. Et en fait, souvent, le regard que les autres portent sur nous, ça parle d'eux, en fait. Ça parle de leur propre peur. Donc moi, quand ma mère me demande, ça va, t'as des clients, enfin voilà, je sais qu'au début, ça m'énervait parce qu'au début, ben, on commence, donc on voudrait que ça marche tout de suite, d'avoir du chiffre d'affaires tout de suite, d'avoir plein de clients de ouf et tout. Mais en fait, donc ça m'énervait en fait au début quand elle me disait ça. Et puis après, bah, j'ai compris qu'en fait, ça parlait de sa propre relation à elle avec l'argent, sa propre peur de manquer. Et quand on comprend ça, bah, on peut en discuter ouvertement avec l'autre et de se dire, bon bah, ça je prends parce que ça m'appartient. Donc d'où l'importance aussi de faire un travail sur soi en parallèle, hein. Ça c'est primordial pour savoir ce qui vient de soi et ce qui vient de l'autre. Et quand ça vient de l'autre, dire ben merci beaucoup pour ça, par contre je te le laisse en fait. Voilà, ça ne m'appartient pas, donc je ne prends pas. Et quand on fait ça au quotidien, bah, du coup on avance beaucoup plus serein. D'accord. Là, ceux qui écoutent, donc ça doivent se dire que tu es une superwoman. Donc comment t'as géré, donc surtout que il y a une période de crise qui était assez importante dernièrement, même si bizarrement bien ils veulent nous reconfiner. Comment t'as géré? Est-ce que t'as des rituels? Est-ce que tu fais plus de sport? Est-ce que tu sors beaucoup avec les enfants, avec monsieur? Qu'est-ce que tu fais pour parce que on sait très bien qu'entrepreneur ça prend du temps. Moi qui ai 3 enfants et qui suis souvent avec eux, ben, des fois, voilà, même si tes enfants tu les aimes, ils te rendent dingue. Comment tu fais pour rester cool et continuer à tout gérer et à t'organiser? Alors des fois j'y arrive pas. Voilà, sincèrement, des fois j'y arrive pas et des fois je crie alors que je suis vraiment dans la psychologie positive, dans l'éducation positive et tout ce qu'on veut. Mais en fait, j'en reviens un petit peu de ce mot positif. Je crois beaucoup plus en la psychologie intuitive finalement, parce que enfin, ce qui est écrit dans les bouquins c'est super bien. Par contre, la vraie vie c'est juste la réalité quoi. Et donc c'est vraiment la relation qu'on crée avec les gens qui nous entourent et qui est là avec notre vécu, avec notre passé. Donc j'aime beaucoup que tu aies utilisé ce mot Wonder Woman parce que justement, pour moi, et c'est ce que je mets aussi un petit peu dans le bouquin, c'est-à-dire qu'on a ce syndrome de la Wonder Woman en France, mais ailleurs aussi, hein, de croire qu'on doit être parfait partout. Et ben en fait, j'ai un scoop, ça n'existe pas. C'est juste, ça n'existe pas. Donc ouais, j'ai envie de commencer par te dire que ben non, il y a des fois, j'y arrive pas. Alors, par contre, je mets des choses en place pour m'améliorer à chaque fois. Je trouve que nos enfants, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que nos enfants c'est nos meilleurs profs, c'est nos meilleurs coachs, c'est les meilleurs miroirs de nous-mêmes en fait. À chaque fois qu'on veut pas se montrer quelque chose à soi-même, qu'on se voile la face, bah, nos enfants ils font un truc ou ils nous disent un truc qui pile vont nous mettre dedans et vont nous sortir un petit peu de nos gonds. Donc le sport ça a été un vrai manque pour moi pendant le confinement. Alors j'en ai fait un petit peu à la télé, mais avec les enfants qui me sautaient dessus en permanence, enfin voilà, c'était pas évident, mais quand même j'ai quand même décidé de continuer à le faire malgré tout pour leur montrer aussi que bah, y avait un temps pour eux mais qu'il y avait aussi un temps pour nous. Donc quand je dis nous, c'est un temps pour nous en tant que couple et un temps pour chacun d'entre nous en fait, un temps pour moi, un temps pour mon mari aussi. Des rituels j'en ai, je me lève un petit peu plus tôt que le matin. Alors je me lève pas non plus à 4h du matin parce que c'est pas mon rythme à moi, mais voilà, chacun son rythme. Mais par contre je me lève peut-être 3/4 d'heure avant tout le monde, je fais un peu de méditation. Un peu de sport, de la lecture aussi quand je peux, mais et des fois je change en fait. Ça peut être 45 minutes de sport et 5 minutes de méditation ou vraiment 40 minutes de méditation. Enfin voilà, je me limite pas dans ce que je fais dans ce temps-là. Par contre, ce temps-là, il est pour moi.
Et pourquoi je le mets en début de ma journée, c'est que souvent, je me suis rendu compte que quand j'étais salariée, en tout cas avant de faire ce que je fais, j'arrivais le soir et j'allais me coucher et je me disais mais c'est pas possible, j'ai pas eu 5 minutes à moi en fait dans la journée. Et ça c'est pas possible en fait, enfin ça me frustrait à la fin. Et du coup maintenant je me dis si ces 5 minutes là, et peu importe le temps que ça prend, je le mets en début de ma journée, je me dis que ce temps là je l'ai eu en fait. Et ce qui est pris n'est plus à prendre et donc je l'ai déjà eu. Et le fait d'avoir ça, du coup ça me libère et après je suis beaucoup plus disponible finalement pour mes enfants, pour mon mari. Et encore une fois, je suis loin d'être parfaite et il y a des fois j'y arrive pas. Donc quand j'y arrive pas, je me demande ce qui s'est passé. Et parfois c'est juste aussi de pas y arriver. C'est juste aussi de montrer aux enfants qu'on est humain. Quand c'est quelque chose qu'on regrette, on peut toujours demander pardon. Je crois beaucoup dans la valeur du pardon. Moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et de montrer aussi aux enfants que leurs actes, ils ont aussi des conséquences. Et que quand on est fatigué, voilà, on peut s'énerver un peu plus vite aussi que d'habitude. C'est humain, en fait. On est juste humain et on essaye de faire avec notre humanité au mieux les uns avec les autres, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère parler de psychologie intuitive que de psychologie positive. Ça, c'est de très bonnes informations. Moi qui ai des enfants, je confirme aussi, je fais tout le matin pour être tranquille. En tout cas, moi, c'est ma nature, je suis matinal, donc c'est facile pour moi. Je mettrai tous les liens vers ton livre, vers tout ton contenu. Je vais te poser les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Comme je t'ai dit, on est short dans le temps, donc mais on a essayé de faire court. Il y a plein d'autres informations, plein de questions que j'ai pas pu poser, donc il faut aller voir, aller prendre le livre, le lire, l'offrir à ses amis. Voilà, vous allez avoir plein d'informations. Donc, première question, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement ? Le business dont je rêve, à part celui que je fais, franchement, aucun. Je suis dans mon business de rêve, en fait. Vraiment. Bon, vraiment. On te reposera la question dans 2-3 ans, on va voir si tu n'as pas créé un nouveau. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur ? Ma meilleure expérience, c'est quand je vois les étoiles dans les yeux de mes coachés, en fait. Quand il y a eu un shift en eux et que je le vois directement. Ça, c'est même... Enfin, voilà. À chaque fois, je remercie la vie pour ça. C'est une belle récompense. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur ? La persévérance, sans aucun doute. Persévérance ? Ouais. D'accord. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi ? Les 4 accords Toltec, et pas que seulement pour les entrepreneurs, parce que c'est un livre qui change la vie et qui change les relations humaines, et que pour moi l'entrepreneuriat c'est avant tout une histoire de relations humaines, déjà avec soi-même, ça aide à se comprendre, ça aide à comprendre le monde, et du coup ça aide dans l'entrepreneuriat. D'accord. Dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir ? Comment on appelle ça ? Tu sais, quand on arrive à un endroit juste en claquant des doigts, tu vois ? Ah, on me l'a dit une fois. La télétransportation, voilà. Voilà, on me l'a dit une fois, ouais, tout à fait. Ah ben c'est bien, moi t'as compris la question. Il y en a plein qui cherchent des trucs. Non, moi j'adore les voyages en fait. C'est ma vie. Les voyages c'est ma vie. Avant d'avoir des enfants, je travaillais pour voyager, et maintenant je travaille aussi pour pouvoir voyager avec eux et sans eux. Et du coup, la télétransportation, je pense que ça serait quelque chose de ouf. Parfait, magnifique. Bon Stéphanie, grand merci. Je te dis à très bientôt et puis on te réinvitera pour savoir si t'as pas un nouveau business, qu'est-ce qui a changé. Et puis donc je mettrai les liens vers ton site, tes coachings et ton livre aussi. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Thierry. Merci pour ce que tu fais. C'est vraiment génial et merci d'inviter des femmes du coup aussi et des hommes. Surtout. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr, contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.